L'action commence quand on ralentit. Un podcast présenté par Sébastien Morel. Bonjour et bienvenue dans Récup Active. Chaque année, des millions de Français se lancent dans leur saison de ski. Le ski, c'est un sport de plaisir, mais aussi un sport exigeant où les pieds sont enfermés pendant des heures dans un matériel très rigide. Et pourtant, la chaussure est souvent choisie trop vite. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question simple en apparence, mais beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, comment bien choisir ses chaussures de ski. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux podologues spécialistes de la chaussure de ski, Olivier Garcin et Marie-Charlotte Alex. Récup Active, c'est parti. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation, c'est super cool de vous avoir aujourd'hui. Rapidement, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Marie-Charlotte, honneur aux dames. Bonjour, du coup je suis podologue depuis 2018. En même temps, j'ai essayé de passer mon test technique de 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 ski, que j'ai abandonné malheureusement par le travail très intense. J'ai aussi été ambassadrice avec Salomon pendant 3 années. Et aujourd'hui, mon cabinet, on s'oriente beaucoup vers le boot fitting. Est-ce que tu peux rapidement expliquer ce que c'est que le boot fitting ? Alors, c'est la prise en charge d'un skieur, adapter sa chaussure de ski au maximum. Okay. Et toi, du coup, Olivier ? Alors, moi, je suis podologue en station depuis 2002. Ça remonte, je dois réfléchir. Actuellement, je travaille aussi avec Salomon pour les aider à développer les conceptions de chaussures de ski. Et à côté de ça, d'être podologue, j'ai aussi une petite société de formation où on donne des formations pour les podologues, justement pour la prise en charge des skieurs, des pieds spécifiques des skieurs. Donc, voilà. Du coup, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler chaussures de ski. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous donner les bases essentielles pour du coup la compréhension du podcast qui va suivre, que ce soit au niveau de l'anatomie et la biomécanique du pied ou simplement du matériel ? Alors déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs chaussures, plusieurs types de chaussures. Donc on va partir sur la chaussure de racing. Donc j'en ai une, là je vais vous montrer une chaussure de racing qui se compose avec un petit chausson amovible, très fin. On a la totale là. La totale, très fin, du coup qui va... Ouais. Qui est très fin, mais par contre avec un PU très épais, donc on a un flex très rigide. Le but, c'est vraiment d'avoir un très bon contrôle sur le ski. Quand tu dis flex, c'est la flexion dorsale, c'est la... Ouais, le flex, c'est l'indice de rigidité de la chaussure. Ok. D'accord. Il est coté entre 70, 130, 140, et puis sur certaines marques, il y a d'autres flex, d'autres catégories de flex. Il n'y a pas de norme entre différentes marques, d'accord, faut le savoir. Donc là, on est sur la chaussure de racing, donc c'est une chaussure vraiment adaptée aux compétiteurs, d'accord. Ensuite, on va avoir plus une chaussure alpin pour tout skieur alpin, flex qui monte jusqu'à 130. Les flex sont toujours indiqués sur le bord latéral de la chaussure. Donc là, c'est 95 là ? Ouais, exactement, okay. 95. 4 crochets avec un bon maintien. Donc, et pas de débattement arrière possible. C'est pour ça, du coup, maintenant, ils ont fait de la free rando, donc avec un petit débattement possible. Là, ça va être plus pour pouvoir monter un petit couloir, 600 mètres de dénive sans problème, et pour faire un bon couloir en descente avec un bon contrôle sur son ski. Plus légère, parce que c'est un matériau un peu différent. On est sur du Pebax. Okay. C'est quoi du Pebax ? C'est le matériau de la chaussure. Un type de matériel. Ouais. C'est les nouveaux matériaux qui ont été développés. Je crois que c'est la boîte, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est sur Grenoble. Et les chaussures de foot, les fonds des chaussures de foot, c'est aussi en Peba. Il y a plein de mousses. Les nouvelles chaussures à lame de carbone de running, c'est du Peba aussi. Enfin, différentes structures de Peba, différentes catégories. Et donc ça, c'est du Peba, c'est très léger. Très léger, et du coup, c'est sensible aussi à la chaleur. Donc, et au froid. Alors que le PU, c'est différent, ça va être plus lourd. Donc là, on s'en fiche en alpin d'avoir une chaussure lourde. Par contre, là, on va vraiment chercher de la légèreté pour pouvoir monter un petit peu. D'accord. Pour le ski de rando, du coup. Voilà, pour le ski de rando. Donc ça, c'est vraiment du rando, free rando. D'accord. Donc un cap léger débattement arrière. Et après, nous passons sur une chaussure de ski de rando, vraiment un peu plus légère, avec un carbone injecté. Et là, du coup, on va avoir un vrai débattement arrière qui va permettre de faire au moins 1000-1500 mètres de dénivelé sans problème. Et avec une bonne rigidité à la descente. D'accord. Mais là, on ne parle plus d'indice de flex. Il n'y a plus de flex. Du coup, il n'y a plus de mouvement permis au niveau de... Et c'est bloqué, c'est verrouillé. Okay. Mais là, on n'est plus à rechercher un flex. La priorité en rando, c'est d'avoir une chaussure légère. C'est ce qu'on va rechercher. D'accord. C'est pas du tout la même pratique du ski. Ce qui n'est pas du tout de la même façon entre les grosses chaussures et les chaussures légères. Ok.
Ça marche. Et au niveau du coup de l'anatomie du pied et de la biomécanique, est-ce qu'il y a des éléments un peu essentiels à comprendre pour la suite du podcast? La problématique d'une chaussure de ski, c'est la rigidité. C'est une boîte de conserve, c'est rigide, ça bloque le pied ne travaille pas, c'est assez ce qu'on appelle fité, assez fin. Hein. C'est une chaussure de ski beaucoup plus étroite qu'un pied, donc ça va entraîner plein de compression. En même temps, c'est un peu normal. Si on va avoir une certaine tenue du pied, une guidance, un guidage du ski correct, un bon contrôle, il faut absolument que le pied soit maintenu dans la chaussure. Si le pied commence à bouger, en fait, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien, et c'est la porte ouverte aux pathologies type croisés, ligaments croisés, etc., à chute. Donc c'est important d'avoir quand même un maintien, mais le problème du maintien, c'est que ça va entraîner des compressions. Alors les compressions, on va les énoncer, je pense, plus tard dans le podcast, il y en a énormément. Ok. Ça peut être vraiment du coup sur tout le pied ou Ça peut être du talon aux orteils. Ok. Parfait. Même sur les faces latérales. Tibia, la malléole, tout en fait. Ok. Un peu tout du coup. Ouais. Ok. Pas de souci. Et du coup, quand on parle de ski, on pense souvent au ski, aux fixations. Pourquoi, selon vous, c'est important de bien choisir sa chaussure de ski? Alors à quel niveau? C'est-à-dire? Je te pose la question, à quel niveau? Bien choisir en termes de taille, bien choisir en termes de rigidité. Un peu tout. En termes de taille, c'est hyper important. Comme il l'expliquait Olivier, si le pied bouge dans sa chaussure, c'est la porte d'entrée de toutes les blessures. Après, aujourd'hui, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de patients. Enfin, toi, tu es d'accord. Les chaussures sont souvent mal choisies, souvent trop grandes ou trop petites. Et c'est la porte d'entrée de plein de problématiques. Ça va être aussi la problématique des shops en ligne. Voilà. Ok. C'est hyper important en fait d'aller dans un magasin D'essayer. Tester sa chaussure, ouais. pour tester la chaussure. Ouais. Et d'avoir un vrai professionnel. De Ça prendre le temps. Ça coûte cher une chaussure, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas une bonne idée de l'acheter en ligne. Quand j'étais en études, je faisais du boot fitting dans un magasin. Et fallait vraiment, il y a beaucoup de clients du coup qui passaient, qui prenaient une chaussure parce qu'ils l'avaient vue, elle était jolie et du coup sans l'essayer et on se retrouvait avec beaucoup de problématiques derrière. Donc aujourd'hui, c'est vraiment important d'insister sur le fait qu'il faut bien passer 1 heure au moins en magasin, d'essayer plusieurs chaussures. Il existe plusieurs largeurs de métatarsiens. Le flex aussi, l'indice de rigidité dont on parle depuis tout à l'heure, si on a un flex qui est très rigide pour notre pratique, ça va jouer aussi sur d'autres pathologies, ça va déclencher des pathologies. Si le flex est trop important et qu'on n'arrive pas dans une boutique à 20 degrés à plier le flex dans la boutique, dehors, quand on sera à 0 degré, le flex, donc l'indice de rigidité, la coque va rigidifier. Et si on ne la plie pas dehors, c'est la porte d'entrée des croisés, la grande pathologie des skieurs, quoi. Okay. En fait, une chaussure, quand elle est trop rigide pour le niveau d'une personne, le skieur ne pourra plus la skier. Ok, donc du coup, c'est la chaussure qui va skier, qui va dresser le skieur. Et il va partir à cul. Souvent, c'est comme ça, il va partir en arrière. Et quand on part en arrière, c'est la porte ouverte au pâteau quand il y a surtout un manque de gainage et de tonicité musculaire. Au niveau du tronc. Au niveau du tronc, des quads, etc. Ouais. Ischio, surtout ischio aussi, forcément. Donc voilà, la chaussure est vraiment un caractère important. Donc la taille, la dureté du flex. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voir plus beau que ce qu'on est, ou plus performant que ce qu'on est. Et du coup, le flex, c'est vraiment en fonction de la pratique qu'on va avoir derrière. Tout à fait, ouais, c'est en fonction du niveau de pratique. Okay. Quelqu'un qui va faire du ski bar, j'aime bien utiliser cette expression. Il lui faudra un débrayable. Un débrayable pour pouvoir marcher et danser sur les tables. Et non, il ne faut pas que ça soit, si tu fais une fois par an du ski, 142 flex, ça n'a aucun intérêt, ça va être trop rigide, c'est pas agréable même pour la pratique, pour lui-même en fait. Et souvent, moi, en ayant travaillé dans une boutique où c'était comme ça, où n'importe qui pouvait prendre n'importe quoi et on se retrouvait avec des flex qui n'étaient pas du tout adaptés au niveau de la pratique. Après, il y a aussi la morphologie aussi, il faut bien la prendre en compte. Il y a le niveau du skieur et la morphologie. Morphologie globale ou du pied? Non, globale. Pour le flex, pour vraiment choisir son flex. Et du coup, comment on détermine le flex en fonction de la morphologie? Plus tu es lourd, ouais. Plus tu vas mettre du poids sur ta chaussure, plus tu vas déformer ta chaussure. Donc, plus tu peux mettre une chaussure rigide. Okay. Plus tu es sec, plus tu mets un petit flex, voilà. Ok, ça marche. Et du coup, donc, quand quelqu'un vient dans un magasin de chaussures pour choisir sa chaussure, vous avez dit qu'il fallait vraiment passer du temps pour essayer plusieurs chaussures. Qu'est-ce qu'on regarde du coup? Déjà, Alors ça, c'est une partie, nous, on ne gère pas trop. C'est vraiment moi, perso, en tant que professionnel de santé, je me repose sur les magasins. Je travaille avec des magasins. Okay. Et c'est leur job, c'est leur technicité. Ils auront des scans, ils auront des connaissances anatomiques du pied et du volume du pied par rapport au volume des chaussures. Ça, c'est pas notre boulot. Nous, on va prendre en charge vraiment les pathologies du skieur spécifiques. Donc quelqu'un vient vous voir quand il y a déjà des pathologies? Exactement. Okay. Il peut venir en préventif pour éviter d'en avoir ou c'est plutôt rare?
tout à fait. Il y a des formes anatomiques de pied. On sait que ça va faire de la pathologie. Ok. Donc, il Lesquels, faudra- par exemple, si on Bah, peut... clairement, même si le pied plat n'est pas un problème au quotidien, dans une boîte de conserve comme une chaussure de ski, ça va devenir un problème. Donc, il va falloir assez rapidement donner du volume, soit déformer les coques, soit faire des chaussons thermoformés, soit faire des semelles pour corriger la forme du pied. Ok. Là, on parle de correction, chose qu'au quotidien, on n'a pas besoin d'en parler. Il faut bien comprendre que le pied a sa physiologie, mais la physiologie du pied, dans une chaussure rigide, étroite et serrée, ne s'exprime pas correctement. Ok. Et du coup, on va mettre des semelles ou ce genre de choses, du coup, pour rigidifier un peu... Pas pour rigidifier, mais pour corriger la posture. statique du pied, quoi. Ok. Parce qu'en fait, quand on est à ski, on est en chaîne cinétique fermée. Le Ouais. pied ne bouge plus, c'est juste le tronc qui bouge. Donc, il faut corriger la statique du pied pour éviter que ça rentre en conflit avec la chaussure. Ok, ça marche. Et du coup, si quelqu'un va vous voir avec une pathologie, déjà, quel type de pathologie on retrouve le plus souvent quand on vient vous consulter? Et qu'est-ce qu'on fait du coup derrière pour ajuster? Alors, le plus souvent, nous, c'est les compressions froid au pied. C'est énorme. Compression, c'est-à-dire du coup, ça vient comprimer le pied, Comprimer, c'est ce dont on ouais. parlait tout à l'heure. Ok. Voilà. Souvent, ils viennent nous dire on a froid au pied, on a mal au pied, on crampe. Voilà, ça, c'est les premières choses. Et en fait, c'est à nous d'aller chercher un peu plus loin, de voir que c'est souvent la compression qui crée tout ça. Ok. Par exemple, voilà. Alors, je monte le chausson, Ouais. mais une des compressions les plus courantes, celle qui entraîne le plus de problématiques, c'est la compression de l'artère dorsale du pied. Ok. Donc, si on se prend le petit pied, hop là, face à la caméra, c'est une artère qui passe entre le premier rayon et le deuxième orteil, enfin, le premier métatarsiens et le deuxième. Et quand elle est comprimée par la La languette, languette. Ok, donc à ce niveau du pied, plus le serrage, ça crée ce qu'on appelle une ischémie, donc en fait un arrêt d'irrigation au niveau des orteils, et ça crée en fait toutes les pathologies que Marie-Charlotte a décrites. Compression, froid au pied, perte de sensibilité, crampes, brûlures, enfin tout un système spécifique. Généralement, c'est des deux côtés. Donc dans ce cas, c'est le chausson qui crée le problème. Et là, pour le coup, alors nous, en tant que podo, on a mis au point un chausson où il n'y a plus de languette. Ok. Et Donc- du coup, ça supprime ce problème de compression? On Ouais. n'en a plus du tout? Pas de languette, pas de problème. Ok. Pas de palais. Hein. Ça marche. Ok, pas de souci. Et il faut un certain temps, je pense, pour adopter une chaussure, un certain type de chaussure. Comment on sait du coup que c'est la bonne chaussure pour nous et qu'il ne faut pas changer? Est-ce que déjà on peut se tromper de chaussure quand on va la choisir? Et derrière, combien de temps il faut pour l'adopter et ou la changer? Ouais, au début, quand on achète la chaussure, donc le chausson, il a tout son volume. Ok. Dans les 10 premiers jours de ski, on perd 30 à 40% on vient tasser le chausson, en fait. Et du coup, c'est là où on va se rendre compte, s'il y avait déjà une malléole ou un naviculaire, donc le petit os qui est ici, qui vient en conflit naviculaire ou alors la styloïde ici, je ne sais pas si vous voyez, si ça rentre déjà en conflit avant même de tasser le chausson, avant d'avoir fait ces 10 jours de ski, ça va être problématique. D'accord? Donc ça, c'est déjà au niveau du choix de la chaussure. Au choix de la chaussure, Ok. il faut que ça soit homogène. Ouais. En fait, on met le pied dedans, il ne faut pas qu'il y ait déjà un conflit de base. Ouais, faut Si pas un- qu'il y ait de compression, faut pas qu'on se sente serré dedans, faut qu'on ait un petit peu quand même. En fait, il faut faire la différence entre le maintien homogène Ouais, et la un compression. point Ok. de pression. de pression. Voilà. Donc si c'est une compression qui est un peu globale, ça va, mais faut pas qu'on ait des points de compression très localisés. Voilà. Ok. Il faut que ça soit homogène. Il ne faut pas que les talons se lèvent, des deux côtés, pareil. Il faut que... Alors, pour tester sa chaussure de ski, c'est très important. Il y a plusieurs techniques à faire. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler, les détails vite fait? Bien sûr. Alors, quand on essaye, déjà, il faut prendre... Donc, avec le chausson dedans, il faut le laisser dedans. On ferme bien les crochets. Le but, c'est de mettre en extension totale. On vient toucher au bout avec les orteils. Et en flexion, quand on vient vraiment appuyer son tibia sur la languette avant, le pied recule dans la chaussure. Et du coup, normalement, on ne touche plus l'avant du chausson. Normalement, ça, c'est la bonne taille. Okay. Après, ce qu'on peut faire en deuxième test, on sort le chausson de la chaussure, on vient mettre son pied dans la chaussure, juste dans la coque, les orteils embutés devant, et nous, derrière, on passe un petit... Une sorte de manche à balai. Un manche à balai, ouais, de 2 cm globalement. Tout dépend après de la pratique qu'on veut en faire. Ouais. Plus on va être large derrière, plus on va avoir d'espace, plus on va être tranquille dans sa chaussure. Moins de conflits, moins serré. D'accord? Mais moins de précision. Moins de précision, moins de contrôle. Ok. Sur les pistes, du coup. Ouais, okay. Exactement. Donc, du coup, ce bâton qu'on passe derrière, c'est vraiment pour voir ce qui nous reste. Faut s'imaginer avec sans le chausson, quoi. D'accord? Et du coup, on devrait pouvoir passer un bâton derrière pour que la chaussure soit bonne. Ok. Et si c'est pas le cas, c'est qu'elle est peut-être un peu trop serrée. Voilà. Si c'est pas le cas, c'est pas possible parce qu'il faut imaginer qu'on remet un chausson avec, c'est conflit direct. Ok. Et du coup, par contre, si on peut rentrer assez facilement le bâton, c'est peut-être qu'elle est pas assez serrée ou pas forcément?
Ben, en fait, moi, j'ai un bâton qui fait 2 cm de diamètre. Ok. Ah, ok. Je le mets entre le talon et la coque. Si le bâton se balade, c'est que c'est trop grand. Voilà. Et clairement, une personne qui va déclencher ce problème de compression de l'artère du pied, l'artère dorsale du pied, comme on l'a expliqué tout à l'heure, aura tendance à prendre des chaussures toujours 1 à 2 pointures au-dessus. Ok. Pour limiter la compression. Ok. En fait, ça, c'est vraiment symptomatique de cette problématique. Les gens, vu qu'ils se sont comprimés... Alors, c'est quoi les signes, en fait ? On en parle, mais les signes cliniques, c'est quoi de cette problématique ? C'est qu'en fait, ces personnes vont skier, et une fois qu'elles ont descendu la piste, elles ne peuvent pas faire autrement que tout desserrer. Ok. Même à un point où ils ont tellement mal, je crois qu'en échelle de douleur, sur une échelle de 0 à 10, on est à 10 sur 10 de douleur. Les gens, au milieu de la piste, doivent s'arrêter, enlever la chaussure, se masser le pied et repartir. C'est vraiment une douleur abominable. On coupe la circulation sanguine dans le pied. Point barre. Et donc, ces personnes-là, pour ne plus avoir mal, parce qu'ils ont vraiment mal, et qu'il n'y a pas de solution, il faut comprendre qu'il n'y a pas de solution pour soulager ça, c'est de prendre 1 à 2 pointures au-dessus. Donc, ils ont moins mal, mais le pied, il se balade. Et du coup, à la longue, si on n'écoute pas du coup cette douleur et qu'on continue de skier malgré la compression, qu'est-ce qu'on risque ? Ça fait rien de spécial, mais ça fait juste des douleurs abominables. Ok. Alors, si ça fait une ischémie, si on y passe toute la journée, ouais, forcément, on aura vraiment des engourdissements, des douleurs névralgiques limite. Mais il n'y aura pas d'irréversibilité, il y aura pas de... ça va revenir à la normale en temps. Oui, il n'y a rien de grave. Y a C'est rien de juste grave. pas de plaisir. À cause de la douleur. Voilà. Et du coup, ça, c'est un des signes qui montre qu'une chaussure ne convient pas. Il y en a d'autres ou pas ? Bon, on l'a dit, hein, les compressions, C'est simplement les stabilités. compressions, du Après, coup. il y a aussi des modèles qui ne vont pas convenir parce que trop larges, trop hautes sur le coup de pied. Enfin, c'est... Des mollets, quand on a des mollets assez volumineux aussi, que chez les femmes, c'est souvent le cas, ça peut venir cisailler en fait à ce niveau-là, et ça, on le sent direct. Ok. Mais ça, Donc, du coup, on le sentira à l'essai. Ouais, c'est à l'essai. Normalement, Après, c'est pas quelque chose qu'on découvre plus tard. ça se sent, ouais, à l'essai, il y a quand même rapidement, ça se sent tout de suite, il y a une pression. Après, plus tard, ça peut se développer encore plus parce que le chausson va venir se tasser. Et c'est là où ça peut générer des choses. Puis avec les vibrations aussi qu'on va rencontrer sur la piste. Ouais, donc tous les problèmes qu'on va déjà avoir à l'essai vont être exacerbés après Oui, par le exactement, tassement voilà. de la chaussure. Normalement, quand on essaye, il faut que ça soit homogène, il faut qu'on soit bien. Il ne faut pas qu'il y ait de problème tout de suite. Même si, c'est le truc le plus important. Après, nous, on viendra derrière pour essayer de traiter s'il reste un petit truc. Mais voilà. Ok, donc d'abord on essaye, après on skie, et s'il y a quelque chose, on vient vous voir. Ouais, je reprends un ami qui est patron d'un magasin, et à un moment, il disait le meilleur bout de fitting, c'est le choix de la chaussure. Déjà, Ok. Ça sert à rien de prendre une chaussure qui te plaît pour la couleur et d'essayer de la travailler alors qu'elle te défonce le pied. C'est vraiment du coup dans la sensation, comme on se sent dans la chaussure. Après, tout dépend de la forme anatomique du pied. Si le pied il est déjà plein d'exostoses, comme un hallux valgus, comme on peut expliquer si. C'est une excroissance osseuse. Okay. On va dire, voilà. À quel niveau ? Ça peut être placé à plein d'endroits au niveau du pied. Donc on a le plus connu, clairement, c'est l'hallux valgus. Ok. Donc hop là, l'hallux valgus ici. La plus connue en ski, c'est le quintus varus, donc qui est on va dire une prédisposition assez intéressante à ski qu'on ne retrouve pas au quotidien, dans la vie de tous les jours. Ou chaussures de sécurité, ça peut en déclencher. Sécurité ou patin. C'est dû à la forme de l'avant de la chaussure, du coup ? Non, c'est la rigidité. Ok. Ouais. C'est des chaussures qui sont trop rigides. Ouais, exactement. Pas beaucoup de mobilité. Après, il y a la styloïde du 5, comme parlait Marie-Charlotte, le naviculaire. Au talon, ça s'appelle la pathologie d'Aglund. Donc, ça fait une protubérance au talon. Malléole médial, malléole latéral. En gros, c'est à peu près les compressions. Ok. C'est les zones à surveiller, du coup, quand on vient essayer sa chaussure. Exactement. Si on a si on sent vraiment qu'on est trop compressé à ce niveau-là, c'est sûrement que la chaussure n'est pas adaptée. Et après, on a la forme du pied. Ok. Donc, on peut avoir des personnes qui ont ce qu'on appelle des gros cavus, des gros coups de pied, qui vont rentrer en compression avec le système de crochetage. Et là, ça va majorer ce phénomène de compression de l'artère dorsale du pied. Du coup, il faut des chaussures qui sont plus épaises. Ouais. Okay. Ou alors avoir la semelle de fond de coque amovible. Voilà. Tiens, tu peux leur montrer. Sans la casser. Voilà. Donc là, on a une semelle de fond de coque qui est amovible. Okay. On peut la poncer pour abaisser le pied dans la chaussure. Ok. Et donc, pour ceux qui ont des gros coups de pied, ça libère la pression. Ok. Voilà. Ou des personnes qui ont des pieds un peu plus fins sur le coup de pied et qui, eux, par contre, ils auront une problématique de volume. Il y aura trop d'espace. Et dans ce cas-là, du coup, il faut rehausser ce... Alors, ou on met une semelle. Okay. Dans ce cas-là, on vient caler le pied, en fait. Une semelle, du coup, en fonction aussi de la forme du pied en dessous, si on a les pieds un peu trop plats. Voilà. On fait du thermoformage dans ce cas-là. Donc ça, c'est vous qu'il faut venir voir pour ça ? Oui. C'est quoi ? C'est analyse posturale et analyse de la forme du pied ? C'est ça. C'est un bilan complet. Un bilan podologique, oui, exactement. Okay. Et puis on analyse... Alors, ça prend beaucoup de temps, l'analyse de la chaussure de ski. On passe au moins 20 minutes à 30 minutes avec le patient à vraiment essayer la chaussure avec lui. Et après, effectivement, on fait un bilan clinique. Et à ce moment-là, on réalise des semelles orthopédiques. Donc, désolé.
Non. Non, j'allais dire dans l'ordre, du coup, on va d'abord choisir ses chaussures dans lesquelles on se sent bien et après on vient vous voir. Ça sert à rien de faire quelque chose, un traitement, si la chaussure ne convient pas. En taille, en volume, en tout, quoi, si ça va pas. Donc la base, c'est vraiment de bien choisir sa chaussure. Ouais. Un bon boot fitting, ça peut vite coûter, ça peut vite monter en tarif. Si on fait sur une structure, une chaussure qui n'est pas adaptée, faut tout recommencer, ça coûte un saladier pour le patient. Ok. Donc d'abord, on va bien choisir sa chaussure en s'assurant du coup qu'il n'y ait pas de zone de compression et après on vient voir s'il y a quelque chose. Mais même nous, en consultation, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, je pense que toi aussi Marie-Charlotte, de rien faire, de dire au patient on fait rien, il faut changer la chaussure. Ah ok. Ouais. Et dans ce cas-là, vous faites vraiment rien et en fait, c'est-à-dire que si on commence, admettons, si la personne elle n'a pas la bonne taille, elle a une pointure trop grande ou trop petite, en fait, on va jamais réellement faire un travail correct à 100%. On sera toujours en train de chipoter sur des petites zones. Et en fait, ça sera toujours très compliqué. Donc, d'entrée de jeu, on renvoie chercher du coup une autre paire de chaussures avec la taille adaptée. C'est pour ça que, moi, toi aussi, on adore bosser avec des magasins. C'est indispensable. Comme ça, il y a cet échange entre les professionnels. Toujours. Parce que du coup, et c'est l'avantage du coup de ne pas prendre ses chaussures en ligne, on va avoir un vrai accompagnement pour nous aider à bien choisir sa chaussure. Donc, quand vous rigoliez pas, quand vous disiez qu'il faut au moins une bonne heure pour bien choisir sa chaussure, on prend le temps d'en essayer plein. Ça, c'est clairement, il faut l'avoir, ce qu'on appelle un généraliste. Ok. Moi, je conseille vraiment un généraliste, surtout quand on ne connaît pas sa chaussure. Bon, alors, Marie-Charlotte, elle connaît sa chaussure, donc elle va toujours reprendre la même marque. Parce qu'elle sait ce qu'elle va avoir. Ouais, une fois qu'on a choisi une première mais au début, quand on ne connaît pas, il faut aller chez un généraliste. Il a beaucoup de modèles et on passe du temps à tester les modèles. Ok. On essaie de laisser erreur en soi. Malheureusement, c'est empirique. Empirique, on vient, donc on essaye, on met bien le pied dans la chaussure. On doit avoir du coup les orteils en contact avec l'avant de la chaussure quand on est debout. Et après, quand on vient basculer le poids vers l'arrière, on devrait avoir un petit décalement avec l'avant de la chaussure. Alors, basculer vers l'avant. Vers l'avant, pardon, Et bien serrer les chaussures, enfin bien fermer les crochets, faut pas oublier. Et puis, il y a une bonne façon de fermer les crochets ou non, normal, c'est juste, vous sentir qu'on est maintenu, c'est tout. Après, il faut toujours essayer les deux. Souvent, on n'essaie qu'une chaussure. On a toujours un pied plus fort que l'autre. Faire attention. Donc, c'est possible qu'on se retrouve dans des configurations où, pour un pied, ça fonctionne très bien, pour l'autre, pas du tout. Là, on rentre dans les parties plus techniques. Ouais. Donc là, on peut, tout à fait. Là, j'ai eu une patiente d'ailleurs, pas longtemps, elle s'est fait opérer du pied, elle a perdu 2 cm. Faut se débrouiller pour que le pied plus court, il se balade pas dans la chaussure. Et du coup, on change de modèle dans ce cas-là ou on fait plutôt les ajustements nécessaires. On peut pas changer la coque, c'est impossible. Donc du coup, moi je bosse avec un fournisseur de chaussons. Et donc je lui ai posé la question. Donc on va faire un chausson standard puis un chausson beaucoup plus épais de l'autre côté. Donc en fait, on va faire de l'asymétrie et là on rentre dans la vraie adaptation orthopédie pure. Ok. Et du coup, tout à l'heure on parlait de pathologie. Donc quelles sont un peu les conséquences si on choisit mal ses chaussures en termes de blessures? Quelles blessures on va retrouver le plus souvent ou ce genre de choses? Nous, le plus souvent, au niveau, ça va être surtout les croisés. Si ta chaussure, elle ne tient pas à ton pied, si tu nages dedans, tu n'as aucun contrôle sur ton ski. Et en fait, tu vas faire des rotations, tu vas avoir aucun contrôle et ça va faire un croisé. C'est la plus grosse pathologie qu'on puisse retrouver. Après, fracture des chevilles, ça se faisait plus à l'époque quand c'était des chaussures à entrée arrière. Les chaussures à entrée avant, c'est un peu différent. Il y a un peu moins de fractures de cheville. Ça arrive quand même. On en entend encore parler. Justement, si le pied bouge dans la pompe, il y a un mouvement qui va se faire, torsion de la cheville, ça peut partir. Et fracture directe, du coup. Ça va vite. En fait, il faut se rendre compte qu'on a des vitesses qui ne sont pas normales. C'est pas physiologique. Je sais pas si vous avez mis la montre un peu en descente. Mais à notre niveau, moi, mon niveau, il est monsieur tout le monde, je monte facile à 100 km/h. Donc, si je tombe à 100 à l'heure, le corps, il est pas ça souple. Va très, très vite. Ça va très, très vite. C'est comme sur un vélo, quoi. Pas croire, à la neige, c'est pas souple. Sauf quand il y a 50 de poudre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je crois pas. Si. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on est avec vous, et on devrait être au ski normalement, il y a de la fraîche. Ok. Et du coup, parce que forcément, la neige va pas être de la même matière à chaque fois. Est-ce qu'on va choisir un peu ses chaussures en fonction ou non, pas vraiment? Non, c'est surtout en fonction du type de pratique qu'on veut faire. Donc, chaussures de racing, chaussures de rando. Et puis, moi, clairement, en tant que skieur, on va dire du dimanche, monsieur tout le monde, ça pour moi, c'est trop loin. Je peux pas. Il y a zéro intérêt. C'est froid, c'est très proche du pied. Quand tu les as 3 heures dans la journée, c'est déjà beaucoup. Ça serre de partout. Ok. Et c'est là que du coup, on va avoir les compressions. Tu les skis encore, celle-là? Moi, je les skie, mais je sais que quand je les mets, c'est pour aller vraiment skier, quoi. Je vais pas aller faire du ski bar, quoi. Sinon, je vais souffrir. Par exemple, mes enfants, ils sont donc le grand, il a son test technique pour devenir moniteur. Il était en ski, donc il avait une statut de haut niveau quand il était au collège.
Il avait des chaussures comme ça pour skier. Dès qu'il est passé en mode circuit un peu inférieur, il a changé ses chaussures direct. Et justement, là, on parle des adolescents et je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que vous conseillez de changer les chaussures de ski tous les ans, déjà pour les adolescents, parce qu'il y a la croissance, et même pour les adultes, ou est-ce qu'une fois qu'on a des paires de ski, on essaye de les garder de saison en saison? Alors, non, ça va avec l'âge. En fait, surtout les ados, ça pousse vite. Ouais. Donc, ça va avec la puissance de l'ado qu'il y a dessus. Mm. Donc, comme l'a dit Marie-Charlotte tout à l'heure, le flex augmente avec le niveau du gamin et avec aussi la puissance du gamin. Donc, vous conseillez globalement, quand même, sur un adolescent qui va skier toutes les saisons, de changer de chaussures à chaque fois? Ouais, Tous les ans. Tous les ans? Et puis, de toute façon, les coachs, s'ils sont suivis par un coach, ils le Ils demandent. ne laissent pas le choix. ils laissent Ouais. pas le choix. Et pour les adultes, est-ce que vous conseillez de changer régulièrement de chaussures ou c'est quelque chose qu'on peut garder assez longtemps? On peut garder assez longtemps. C'est-à-dire, il y a un ordre de... En fait, ça dépend de l'usure. Le Ok. souci, c'est que, par exemple, sur une chaussure de racing, là, on n'a pas de protection sous la coque, par exemple. Donne-moi la verte. On n'a pas de protection sous la coque. Donc ça va s'user plus Donc, rapidement? il faut pas marcher avec. Sauf Ok. que beaucoup de gens Ouais, marchent ouais. aujourd'hui avec. Donc, en fait, on va user là-dessous. Sauf que si on use là-dessous, du coup, quand on a le pied dans la fixe, on va avoir du mal à déchausser. Donc, ça risque de croiser. Donc, c'est pour ça que maintenant, ils ont toujours fait des petites coques comme ça en dessous. Vous voyez, pour que on puisse les changer, que ça soit amovible quand c'est usé. Donc, ça, c'est hyper important de vérifier si c'est usé ou pas. D'accord? Et à ce moment-là. C'est quoi un signe d'usure? Enfin, à partir là, de quel c'est moment cassé, on là, considère je sais qu'il pas. faut que... Alors là, je crois qu'on voit talon. Là, elle est usée. Ouais. Ok. Et là, du coup, c'est Là, suffisant pour qu'on vienne là, les il va changer? falloir la changer. Il La va falloir que changer, je change les inserts. Voilà, c'est là Donc, pas changer la chaussure de ski en elle-même, mais juste le dessous? Changer les inserts. Ok. Si c'est usé, on change les inserts. La chaussure a quelques heures de vol. Ouais, je vais la changer. Donc, Ah. globalement, ce serait tous les... Enfin, ça dépend après forcément de l'utilisation voilà. qu'on va en faire. Alors après, un plastique, ça vieillit aussi. Faut pas oublier qu'un plastique, même si on ne s'en sert pas, vieillit. Il sèche. Donc les vieilles chaussures, on voit des gens qui skient avec des chaussures qui ont 20 ans d'âge, ça, c'est pas possible. Il y a des histoires où des guides de haute montagne doivent appeler le PGHM pour venir Les chaussures secourir des gens parce que leurs chaussures ont cassé. Ok. Et ça, c'est pas des légendes urbaines. Donc les chaussures, moi, je dirais 10 ans, le Grand grand max. max. Ah, j'aurais dit moins. Je trouve ça Non, beaucoup, mais 10 ans. 10 ans, la coque. Ok. Mais Ah oui, il faut ok. avoir changé le chausson. Et moi, Ok. j'estime que tous les 3 ans minimum, il faut changer Le chausson. le chausson. Ok. Et ça, du coup, pour changer le chausson, on va voir qui? Bon, il y a les magasins ou nous, Ou Ok. nous, ouais. ou les podologues formés. Comment on sait vers lequel c'est vraiment... Bon, généralement, quand il n'y a pas de pathologie dans les magasins, dès qu'il y a des problèmes. Ouais. Ouais, dès qu'il y a des pathologies, il vaut mieux Ouais. venir vous voir. Ouais. Ok, pas de souci. Bon. Et donc là, en termes de pathologie, on avait dit LCA, fracture. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas qu'on peut retrouver? C'est vraiment le LCA qui va prédominer si Ouais, on a mal choisi énormément. ses chaussures. Je crois que c'est le genou, les lésions du genou, c'est 56% dans le ski et le croisé. Si je dis pas de C'est bêtises, 37. c'est 36%. Je crois que c'est ça, ouais. 37, plus majoré chez les femmes d'ailleurs, Ouais. suite aux chutes hormonales. Ouais. Et du coup, c'est très important de faire du renforcement musculaire, des choses comme ça en Ouais, prévention. justement. Au-delà de la chaussure, j'allais en parler. Est-ce que déjà du renforcement local au niveau du pied, ça peut être bénéfique avant? Et d'un point de vue un peu plus global, se préparer physiquement Alors, je crois à que la tu es saison de préparateur ski. physique, donc du coup... Après, je pose des questions, mais Je pose des j'ai questions, des mais réponses. bon, t'as la réponse. Ouais. Donc, ouais, carrément. Alors, nous, on va rester focus sur le pied. Mais oui, travailler les ischios, muscles anti-croisés, travailler les fessiers, la sangle abdominale, c'est hyper important. Bon, voilà, on va botter en touche, c'est pas notre domaine. Sur le pied, il faut savoir qu'en fin de saison, un moniteur de ski, donc ça, c'est une étude qui a été faite par un kiné, en fin de saison, un moniteur de ski perd 20% de force musculaire du pied. Donc, je pense que ça peut te parler, c'est oui, assez oui. énorme. Mais C'est surtout, il beaucoup. perd 70% de proprioception. Ok. Donc, en fait, tout ce qui est sous le genou, chez un skieur confirmé, c'est de la guimauve. Ok. Donc, il n'y a plus aucun maintien, plus aucun support, plus aucune stabilité, il n'y a plus rien, en fait. Et du coup, vous conseillez, je pense, en amont déjà de la saison de ski, bien préparer ces structures. Et dès que c'est fini, même si c'est possible pendant la saison Pendant de la ski, saison, bien renforcer du coup ces... carrément. Pendant Tout ce la qui est pied, saison, ok. ça serait super de faire un peu de renfort du pied. Ok. Vraiment pour éviter en fait, cette instabilité. Et souvent, les moniteurs de ski ou les professionnels de la montagne, quand ils ont fini la saison de ski, ils vont être accompagnateurs, guides. Et puis, c'est là où il y a des entorses à répétition. À partir d'avril, nous, on a C'est là. beaucoup d'entorses au cabinet. Ok, du coup, ça, c'est dû à la perte justement de proprioception et de Complètement. force au niveau du pied, qui derrière, du coup, sur les tout ce qui est randonnée ou ce genre de choses, en terrain instable, on va avoir plus d'entorses, c'est ça? Complètement. Ok. Hein, c'est des personnes qui ont des chevilles extrêmement fragiles. Et du coup, vous conseillez... Ah, je Tu le sais. Ouais, moi aussi.
Et du coup, vous conseillez de faire quoi comme type de travail? Est-ce que vous préconisez certains exercices, que ce soit au niveau de la proprioception du renfort? Alors, tu as deux choses, tu as deux caractères. Tu as le 1, le perte de force. Ouais. Et 2, tu as aussi la notion de perte d'impact. L'hiver, chez nous, on est en station, on fait que glisser. Ok. On marche très peu. Et donc, du coup, on n'a plus cette notion d'impact qu'on peut avoir l'été au quotidien. Du coup, la structure même devient faible à l'impact. Donc, moi, je pense que la meilleure des choses à faire pour un skieur, c'est faire de la corde à sauter. Ok, ouais, un peu, c'est ce que j'allais dire, un peu de pliométrie, Ouais. de la pliométrie extensive, pas sur des Un peu de intensités plio, très... ouais. d'impulsion, tout ça peut être vraiment... C'est le truc le plus simple, plus efficace dans un petit périmètre. Surtout que ça, on peut le faire assez facilement sans matériel, même pendant la saison de ski, pour Exactement. essayer de maintenir un peu les niveaux de force. Corde à sauter, un peu d'élastique, un peu de renfort élastique. Et pour la proprioception, vous conseillez certains types d'exercices en particulier ou ça va se faire Alors, un naturellement? truc tout bête, la proprioception, ça se travaille assez facilement. Moi, je conseille à mes patients de tous les soirs, quand ils se lavent les dents, de faire sur un pied. Ouais, sur un pied. C'est tout bête à mettre en place chez soi. Yeux fermés, du coup, pour réduire le... Les deux, ouais. Tu vois, tu peux faire les deux, ouais, carrément. Mais c'est tout bête à mettre en place. Ok. Et un peu de travail de mobilité aussi, parce qu'il y a pas mal de compression, comme on l'a dit, du coup, au niveau de la cheville. On va avoir tendance, du coup, à perdre ces mouvements relatifs entre, parce qu'on l'a pas dit en intro, mais il y a quand même énormément d'articulations, de muscles, de ligaments. Un peu de travail de mobilité pour justement éviter d'avoir cette perte de mobilité au niveau de la cheville et du talon et du pied à cause de la forme de la chaussure. Alors, c'est un grand débat. Là, on ouvre un super Ouais. débat. J'adore, Ok. je suis fan. La perte de force et la perte de proprio va faire que le pied va devenir très faible. Ok. Et si le pied devient faible, en fait, du coup, le pied s'affaisse. Et c'est en s'affaissant qu'il va taper contre la chaussure et faire mal. C'est comme ça qu'en fin de saison, chez les moniteurs, on a des exostos qui Ouais. apparaissent par justement faiblesse musculaire du pied. Donc la mobilité, c'est une chose, mais la perte de force, je pense que c'est vraiment le plus important. La mobilité, c'est pareil. Le pied va devenir, en fait, plus t'es faible, plus tu deviens rigide. C'est quand t'es en fin de vie, t'es très faible, t'es très rigide. Et plus une structure devient faible, moins elle a de force, plus elle est rigide. Et Ah, moins c'est elle est un peu vicieux. adaptable. C'est un cercle vicieux. Et c'est Donc, comme du ça coup, qu'on se blesse. voilà. Et donc, en fait, faire de la mobilité, c'est pas Ouais. forcément le plus intéressant. C'est plutôt faire vraiment de la force. Et, Et après aussi un peu de mobilité, mais d'abord la force. et vous conseillez quoi comme exercice de force? Est-ce que vous conseillez des exercices avec talon au sol, uniquement sur l'avant du pied? Quel type d'exercice? Le short foot, Tu as du short foot pour, Ouais. pour travailler la force du pied. Tu as le travail du solaire. Solaire, je ne sais pas si tu es au courant, il prend toute la contrainte. Donc, il doit charger à peu près à 190% du poids de la personne. Donc, on peut balancer vraiment du travail du solaire. Travail du triceps. Donc, le short foot, comme disait Marie-Charlotte, il y a plein de choses. Donc, avec impact, sans impact, peu importe. Ouais, moi, au niveau du renforcement un peu du pied, j'ai les deux grandes catégories. J'ai tout ce qui est mouvement, anti-mouvement, et je le fais du coup sur talon ou alors pointe de pied décollée, pour essayer Voilà. de challenger un peu du coup. Mais en fait, tout ce le qui est- but, c'est surtout de bouger. Ouais. Parce qu'en fait, là-dedans, ça bouge pas. Ça, c'est le problème des chaussures, du coup, très très rigides, pas de mouvement, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, perte de force, rigidité, et c'est comme ça que les accidents Il arrivent. faut vraiment comprendre ça, en fait. Le point de départ, c'est ce truc-là, ça bouge pas, donc le pied ne bouge pas, donc du coup, en fait, c'est comme si tu étais toute la journée dans un plâtre. Donc, au bout d'un moment, il faut rééduquer, force. Et la mobilité, en fait, ça va venir tout doucement, très rapidement, parce qu'en fait, on le mobilise au quotidien. Donc, mais c'est vraiment la force. Et marcher pieds nus, vous en pensez quoi? Pour justement avoir tout ce qui est retour sensitif, dont on est peut-être privé dont on est sûrement privé à l'intérieur des chaussures. Ah bah moi je trouve que c'est une très très bonne idée et il faudrait le faire dès le plus jeune âge en fait. Enfin là-dessus, Ah ouais, il y a zéro contre-indication. ah hein. oui, c'est très très Au bien. contraire, feu. Vous conseillez de marcher le plus souvent possible, du coup, pieds Bah, nus, dans la limite mesure de du pas se blesser, possible. bien sûr. Hein. C'est-à-dire que c'est pas marcher sur un bout de verre, etc. Oui, Mais oui, non, c'est sûr. Non, mais à la maison, dans un Ah oui, environnement oui. sécuritaire, Très on va bien. dire, essayer de marcher un peu plus pour avoir justement tout ce qui est mobilité du pied et retour sensitif. Ouais. Ok, parfait. Je voulais parler aussi, du coup, vous avez parlé des différentes chaussures de ski. Est-ce que pour le snowboard, ça va être la même chose ou c'est vraiment des choses qui sont complètement à part? Alors la chaussure de snow c'est quand même bien plus confort qu'une chaussure de ski. Ok. C'est plus mou, c'est un peu plus souple quand même. Donc on a quand même beaucoup, enfin personnellement on au voit très peu, cabinet, hein. ouais, on en a très peu. Il y a beaucoup moins de snowboarders, du ah coup, ouais, que de ouais, skieurs. carrément. Ah ouais, très peu de boot fitting. Enfin ça m'est arrivé une fois. C'était C'est pour dû du au confort. confort de la chaussure de Ouais, base ouais. ou à l'activité, du coup? Au mouvement aussi. Ok. C'est pas la même pression, pas la même, enfin c'est pas la même contrainte qu'on met sur le pied. Il y a les deux. En fait, le snowboard est un mouvement plus physiologique dans le sens où on va être sur la planche. Alors, le mouvement sur une planche, les deux pieds en même temps, c'est pas physiologique, mais l'écartement du pied va être plus physiologique, en ouverture de l'angle de pas quasiment. La chaussure a une toe-box anatomique, donc c'est un espace pour les orteils anatomique, donc déjà il y a moins de compression, et la coque est plus souple. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est plus simple.
La pompe de ski, c'est plus fin, c'est plus rigide, et le mouvement dans l'axe n'est pas physiologique. Donc, il n'y a rien qui va. Et du coup, au niveau des principes pour choisir ces chaussures de snow, ça va être les mêmes qui vont s'appliquer pour la chaussure de ski ou pas vraiment? Je sais pas si... Oui, c'est que le pied, il faut pas qu'il bouge, le pied, il faut qu'il soit maintenu et pas de contrainte quelque part. Mais comme dit, la chaussure est beaucoup plus souple, donc il y aura moins de compression, il y aura moins de sensation de pression quelque part. Enfin, pareil, les talons, faut pas qu'ils se lèvent, c'est la même chose. Le but, c'est qu'on soit bien maintenu pour pouvoir avoir un bon contrôle sur son snowboard. Mais nous, on a vraiment très peu de snowboarders qui viennent nous voir. Très, très peu. Ouais, vous, c'est du coup principalement ski, parce que c'est là qu'on, vu qu'il y a plus de compression, c'est là qu'on va avoir du coup plus de problèmes derrière. Voilà, Dès que la structure est rigide, rigide. Ouais. Ok. patin à glace, rigide, ça fait mal. Ok, ouais, patin à glace plus rigide. On Ouais. vient vous voir des fois pour Les ça? hockeyeurs, ouais. Beaucoup, Ok, ouais. beaucoup de hockeyeurs, Ah du oui, coup. beaucoup. Et c'est plus ou moins rigide que des chaussures de ski, du coup? Bah, Ça c'est dépend. c'est full carbone. Les élites, c'est Mm. full carbone, donc c'est très rigide. Et en plus, ils sont sur une petite lame de rasoir, donc Mm. en fait, encore plus instable. Non, c'est les pieds des hockeyeurs, ils prennent cher aussi. Ok, et du coup, on vient pas mal vous voir pour ça. Ouais, Ouais. beaucoup. Et pareil, si on vient choisir des... Parce que du coup, vu qu'on y en parlait vite fait, pour les chaussures de hockey, même principe que pour le ski, du coup, Ouais. où il y a des spécificités. Bah, C'est les la mêmes même sports. chose. C'est vraiment exactement la même chose, Ouais, c'est juste que exactement. du coup, là, on est sur la lame. Ouais, c'est exactement la même chose. Après, maintenant, ils font des chaussures de hockey complètement thermoformées, entièrement fait sur le haut niveau, et c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour le haut niveau. Donc, pour tout ce qui est hockey, patin à glace, ce genre de choses. Ouais, Alors, la spécificité, si on continue dans le patin à glace, c'est encore très spécifique, c'est le short track. C'est quoi le short Le track, short du track, coup? c'est le patinage de vitesse. On tourne Ok, en rond ah, sur ok, la ouais, vitesse, ouais, donc ouais, très ouais. confidentiel en France. Mais nos amis hollandais, eux, ils sont très friands de ça. D'ailleurs, ils ont plus de médailles olympiques, in fine, parce qu'ils sont très forts là-dessus. Et eux, ils font carrément des chaussures moulées sur mesure, en carbone. Ok. Donc, en fait, le pied, vraiment, tout est moulé. Toute la chaussure entièrement moulée, la semelle, la sole plantaire, les malléoles, Mm. tout est moulé. Ok. En fait, ils font un moule du pied et hop. Et ça, c'est des choses qui n'existent pas, du coup, pour les chaussures de ski. Si, pour le très haut niveau. ouais, pour le très haut niveau. Très haut niveau. Le Donc, très, très, Très très haut haut niveau. niveau. et hein. Pour les comment ça se champions. passe, du coup, là, on vient Ça, c'est c'est pas vous qui... Ah non, ça, ça, c'est la non. marque. Ok. C'est Donc, la on marque qui vient, fait. on moule le pied, et après, on fait la chaussure, du coup, en fonction Ils de leur la... font un scan du pied Ok. et ils font la La coque, coque. ils font tout sur mesure. Mais là, c'est un autre débat. Là. On est sur les 1%. Ouais, Les 1% des élites. Ouais. On n'est même pas. Ah, c'est même pas, du coup, pour toutes les élites? Non, non. un- Et du coup, ça permet vraiment d'éviter tout ce qui est compression. On a vraiment une chaussure parfaite. Ce serait la chaussure parfaite de ski. Bah, faut savoir qu'un skieur élite, là, on va prendre Dermat, qui est le plus grand skieur du moment. Les gars, ils skient quoi 3 pointures en dessous 4 pointures en dessous Ouais, Ok. Pourquoi? Précision, ouais. Ok. Meilleur contrôle. contrôle, Ok. vitesse à laquelle ils vont. Et leur flex. Ouais, on parle plus Plus de flex. important? On parle Ouais, même on pas. parle plus. C'est plus. C'est-à-dire? C'est le plus rigide possible. 160, Enfin, 170. Donc, Ouais. Ouais. Faut que ce soit en fait, rigide. mais même toi, c'est inconcevable de mettre le pied dedans. Enfin, c'est pas possible. Trop dur, du coup, parce que trop rigide. C'est un autre monde. Ok. Attends, eux, ils font une piste. Et après, il faut qu'ils desserrent Ouais. tout, quoi. C'est pas possible. Parce que trop de compression, Ah parce bah que oui. trop rigide. Trop rigide. Puis Bah, le c'est que- chausson aussi. Le chausson, il est très spécifique. Nous, on a des chaussons là aujourd'hui. C'est des chaussons assez mous, assez cool. Et encore, ce chausson, il est un peu rigide. Mais maintenant, ils font des chaussons en PU injecté. C'est très rigide, très 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 rigide. Donc nous, le chausson, ça apporte un peu de confort à la coque, mais eux, tout est rigide. Tout est rigide. Ok. Donc, En gros, même- t'as déjà vu des gens rentrer dans une Formule 1 ouais. C'est compliqué. Ouais. Tu te vois faire un trajet Annecy-Paris en Formule 1 J'aimerais bien, mais je compliqué. pense que c'est compliqué. Et ben c'est pareil en ski. Ok. Pour le très haut niveau, du coup. Voilà, pour le très très haut niveau en fait. Ils ont des chaussures où tout est compliqué. Et bien attends, en fait, tu vas pas skier avec ça, c'est pas Et possible. du coup, c'est des chaussures, ça, par contre, qu'on va être amené à changer plus souvent. Alors nous, on n'y voit pas. Hein. Ah, vous- C'est Ouais, en fait, ils c'est- restent dans les marques. C'est les bootfitters des marques qui font tout. Voilà. Nous, on verra vraiment. J'ai 4 athlètes qui partent au jeu, mais de très haut niveau. Mais ils font pas du ski alpin descente slalom. Ils font du ski boss, du ski cross, enfin du ski plus standard. Et il y a des différences de choix de chaussures, du coup, je suppose, entre du coup, toutes les catégories de ski. Que ce soit le ski boss ou c'est aussi des chaussures Beaucoup plus souple. beaucoup plus souples pour Ouais. pouvoir justement absorber Ouais. les contacts et ce genre de Ouais. choses. Ok. Et du coup, bah là, pour résumer un peu ce qu'on vient de dire, c'est une question un peu rhétorique parce que je connais la réponse, mais il n'y a pas vraiment de bonnes chaussures de ski, du coup. C'est forcément, il n'y a pas de chaussure, la chaussure universelle, la bonne chaussure. Tout C'est dépend vraiment de chacun, en fait. de l'individu. Voilà. T'as combien de paires de chaussures, toi 4, 5 Vous Ouais. conseillez du coup d'en avoir plusieurs. Ouais. Tout dépend de ce qu'on fait. Si on va skier une fois par an et faire ski plaisir, ça suffira. Mais tout dépend. Là, aujourd'hui, moi, j'ai mes chaussures de slalom. J'ai mes chaussures de ski de rando plutôt légères. J'en ai une autre paire un peu plus lourde pour avoir un meilleur contrôle.
Et j'ai une chaussure beaucoup plus souple aussi pour pouvoir faire du chasse-neige avec les enfants. Donc voilà, tout dépend de ce qu'on veut faire en fait. Ouais, c'est vraiment l'activité et la morphologie Voilà, qui va dicter la chaussure qu'on va prendre. C'est exactement. ça. Ok, parfait. C'est comme un gars qui va faire du vélo. Vélo de contre-la-montre, vélo de, je sais pas, moi, de montagne. J'ai appris ça qu'il y a un vélo pour la VTT. montagne. VTT, VTT, ouais. même pour un gars qui fait que de la route. Hein. Il y a des vélos plus ou moins courts. Enfin, je sais pas, il y a plein de spécificités Ouais, en en vélo. fonction de la morphologie. Ouais. Ok. Et du coup, une dernière petite question que je voulais vous poser aussi, en rapport avec ça, est-ce que vous conseillez vraiment à tout le monde de venir consulter un podologue ou est-ce qu'on peut s'en passer dans un premier temps? Comment vous le voyez un peu? Moi, je dis toujours que quand ils viennent nous voir, c'est qu'il y a des problématiques. On Ouais. voit pas les gens qui n'ont pas de problématiques. Mais est-ce que vous conseilleriez dans le meilleur des mondes? Je dirais pas de problème, pas de problème. Ouais. Ok. Donc, Donc, ça sert à rien de s'inventer des problèmes si tout va bien. Mm. avoir du coup plutôt une approche réactive. Dès qu'on a le problème, on vient vous voir. Par contre, être beaucoup plus réactif, ouais. Ouais. Ok. C'est une erreur que vous voyez souvent, que les gens attendent un petit peu trop Ouais. souvent avant de venir vous Bah, voir. aujourd'hui, nous, quand les patients viennent, c'est pour, allez, admettons, j'ai un trailer là en ce moment qui vient me voir et puis il me discute de ses problématiques. Puis il me dit, ah, mais vous aussi, vous occupez de la chaussure de ski? Parce que moi, j'ai toujours mal aux pieds, j'ai jamais pu régler le problème. D'ailleurs, je crois que je vais arrêter le ski. Et Ouais. là, nous, ça nous fait hurler. On dit, mais non, il y a plein de choses à faire. Je l'ai eu hier, celle-là aussi. Voilà. Je vais Et arrêter le ski. c'est peut-être tous les jours, c'est comme ça. Et en fait, ils viennent nous voir pour autre chose. Et c'est là où on leur dit, mais nous aussi, on s'occupe des chaussures de ski et on peut vous aider. Et puis après, on leur met on explique ce qu'on fait et puis on essaie de régler la problématique. Du coup, la petite instant sensibilisation. Parce que Bah. du coup, il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'ont même pas conscience qu'on peut régler certaines Exactement. problématiques en venant vous voir. Bah, après, C'est c'est quand même peut-être ça très aussi. spécifique des podos de montagne. Mm. Donc, on a une sensibilité. On a des patients qui vont faire du ski, donc on doit répondre à leurs problématiques. C'est comme d'hab. Si tu habites à Paris, enfin, moi, On peut venir vous voir l'hiver. Ouais, je suis d'accord, c'est pas le problème, mais je serais pas très fort sur les loups-boutins ou les mocassins ou les chaussures. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Les podologues, les confrères et consoeurs de ville auront d'autres soucis à gérer que nous. Donc, nous, on a dû s'adapter à nos patients. C'est aussi ça, en fait. On s'y est adapté par obligation. Ok. Donc, voilà. Mais oui, s'il n'y a pas de problème, ça sert à rien de venir nous Non. voir. Si, par contre, il y a des problèmes, il faut être assez réactif, ouais. Ouais. Parce que ça va vite. Justement, quand vous dites assez réactif, à partir de quel moment pour vous, il faut venir consulter? Bon, dès qu'on sent l'inconfort, quoi. Ok. Donc, À assez ski, moi, j'ai eu rapidement. des retours d'infection, mais Sévère. sévères. Parce que la personne n'a pas été suffisamment réactive. Ah, il y a une petite anecdote. Ah, bah, il y en Ah a bah plein, oui, on il a y en a plein. plein. Mais il y en Bah, a si qui ont vous fini voulez à en parler, l'hôpital et tout. ok. Enfin, parce C'était que quoi du coup le... c'était à Glund. C'était Il y au a niveau du Glund. talon. Bah, tout, quintus ouais, varus quintus même. varus. Au niveau du talon, ça s'était inflammé, ça a percé, enfin, ça a été purulent. Enfin, ça a fait infection, quoi. Et du coup, là, à part arrêter la pratique et puis mettre des chaussures de ski, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, et mettre traitement antibiotique et tout le tralala. Ouais, donc ça peut quand même aller assez loin Ça si va on loin. n'est Et pas réactif. le problème, c'est des professionnels souvent de la montagne et ils ont besoin de ça. Ouais, ils ont Donc, besoin de... Ouais. c'est- Moi, j'ai un guide, Mm. 3 semaines d'arrêt de travail. Mm. Ouais, pas sûr. À cause du coup, c'était À quoi le cause, en problème fait, là, du coup la même douleur, le talon, même en endroit, fait, talon. exostose au talon, qui, à force d'être en conflit, s'est infecté, et Mm. du coup, ça a percé, et antibiothérapie, arrêt de travail, enfin, Crocs pendant, excuse-moi, faut pas dire de terme, mule, Mule, sabot. sabot, ouvert au talon, en plein hiver. Ok. Parce que du coup, il avait plus le droit de mettre d'éléments compressifs un peu Rien. sur son talon. Plus Ok. de renfort, plus de chaussures fermées, quoi. Ok. Un peu compliqué quand t'habites en station. Bah ouais, surtout si c'est son métier. C'est clair. Mais en pleine saison, t'imagines, au mois de février, 3 semaines d'arrêt. C'est compliqué, ça aussi. Ça fait long, ouais. Ouais. C'est long. Donc, ouais, faut être dans la majorité des cas quand même assez réactif. Oui, faut Pas s'écouter. attendre, ouais. Ouais. Voilà. C'est pas j'achète une paire, je l'essaye, elle me va plutôt bien, je vais skier, ça va pas si bien que ça, À mais même je niveau, laisse on tirer. prend quelqu'un qui vient en vacances à la montagne. Je sais pas combien ça peut coûter maintenant. Enfin, moi, je me rends pas compte. Une semaine de ski à la montagne, entre le forfait, une famille de 4 personnes, la location de machin et tout. Je pense que ça peut vite coûter quand même cette histoire. Bien 5000 balles, je pense. Je dis Au au moins, pif, ouais. au moins. Hein. Ça chiffre vite, je Ça chiffre vite. Si tu passes une semaine à souffrir, Ouais, puis surtout si tu as des conséquences derrière, voire même du coup C'est- arrêt de c'est travail. pas cool. Ouais. Enfin, voilà. C'est juste petite parenthèse. Non, mais c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir justement cette façon de penser. Ça va pas, mais je vais pousser un petit peu, surtout que c'est des gens qui sont saisonniers. Donc, ils vont venir 2-3 semaines. Ils vont avoir tendance à pousser jusqu'au dernier moment. Et au Faut pas. final, ouais, faut pas être directement réactif et prendre un rendez-vous Ouais. du coup avec un professionnel de santé. Faut vite bouger, ouais. Faut changer quelque chose. Modifier, enfin, faut faire quelque chose, quoi. Ok. Mais faut se faire aider parce que les gens n'ont pas la connaissance non seulement anatomique du pied, ou de la chaussure, ou du traitement.
On a dû voir aussi tous les deux des patients qui bricolaient des moniteurs. Moi, j'ai des moniteurs, ils ont bricolé eux-mêmes leur pompe. Ouais, ils font des trous dans Ils leurs l'ont chaussures. brûlé, on voit des trucs assez marrants. Ils le font, ils le font Avec la disqueuse. Moi, je connais quelqu'un qui a fait un trou au niveau du quintus varus. C'était tellement inflammé qu'il a pris Ah, il un a coup dû faire un trou pour éviter que ça ouais. le compresse trop. Ouais. à la disqueuse. Ok. Ouais. La coque Ouais, bah ouais, la coque, ouais. Ouais, propre. Ah, pour ouvrir du coup plutôt Ouais. que d'aller consulter quelqu'un. Bah ouais. Ouais. Oh, bah c'est comme des bûcherons, attention. Hein. Mais au moins, ils solutionnent leurs problèmes et ils peuvent continuer la saison. Et c'est ça qui est important pour eux, c'est de continuer la saison. Et nous, on est là pour aider et mettre les Et choses en du place. coup, le quoi. fait de percer, ça va venir faire quoi? Du coup, décompresser De pression. l'avant de la chaussure? Bah, par exemple, là, il avait une histoire de quintus varus. Donc, c'est au niveau du petit orteil. Il a la déformation de la petite boule qui se C'est à ce crée sur le niveau-là le côté. quintus varus. Ouais. Voilà. 5e orteil, là. Et du coup, bah, il y avait une pression en externe à ce niveau-là. Et en fait, il a pris un coup de disqueuse Un et il a gros libéré. trou. Sachant qu'il avait déjà fait en amont un trou dans le chausson. Ok. Donc, du coup, bah, t'imagines, le pied, il est à l'air libre. Enfin, il n'y a plus du tout de Ouais, on protection. risque pas certaines problématiques. Ah, bah, on risque Avec d'avoir froid le au pied. froid, ouais. bah, Il si. y a d'autres problématiques. Mais la problématique, du coup, était tellement importante de la compression que les N'en autres pouvait problématiques plus. deviennent accessoires. Voilà. Ok. C'est toujours une histoire de balance. Balance bénéfice-risque. Voilà. Ok. Et du coup, là, on va se refaire un petit point parce que c'est quand même, ça a été un épisode assez dense. Si on devait se refaire un point général, quelles sont les grandes étapes à respecter du coup quand on choisit sa chaussure? Déjà, premièrement, éviter de les commander en ligne. Essayer les chaussures, passer du temps en boutique. C'est ce qui est très Ça important. coûte cher. Hein. Ouais. Donc, passer du temps, prendre du temps. Donc, on va en boutique, on passe du temps, on essaye plusieurs modèles. Il y a des différences entre les marques. Est-ce que certaines marques vont correspondre plutôt à un certain type de pied ou c'est... Ah oui, complètement. Moi, je sais que ça, cette marque me va bien et j'irai pas voir une autre marque parce que voilà, je reste là-dessus. Mais effectivement, il existe différents volumes au niveau de l'avant-pied sur certaines marques. Ouais. Des volumes de maintien talon ou même des volumes Ouais. hauteur. Hauteur, ouais, du collier. Et non, il faut essayer plusieurs marques. On peut Ouais. pas savoir lequel nous va. Une fois qu'on sait, on y retourne toujours. Ok. Donc, pas hésiter à essayer plusieurs marques. Mm. On voit un peu comment on sent. On avait Ouais. dit du coup bien mettre le pied dedans. Contact quand on a le poids du corps du coup vers En l'arrière. On Et ferme dès les que- crochets Ouais, bien. on ferme les crochets. Dès qu'on bascule le poids du corps en avant, on ne doit plus avoir ce contact du coup avec l'avant du pied. Voilà. Et du coup, pas de compression trop intense. Faut qu'on se sente qu'on est quand même rigide. Ouais. Et le flex, du coup, en fonction de l'activité qu'on va avoir. Du niveau. Activité et niveau. Voilà. Ok. Plus Mhm. on va avoir un niveau avancé, plus on va vouloir être rigide. Donc, moins le flex devra être important. Plus important. Plus important. Ok. Plus le flex est élevé, plus la Plus chaussure est c'est rigide, plus Ok. on doit être technique. Et ça, du coup, ça va plutôt être pour Ouais. tout ce qui est vitesse, Voilà. descente Et puis, assez faut pas rapide. oublier aussi, ça va très vite. C'est-à-dire que très rapidement, on se dit, Marie-Charlotte, elle a fait de la technique, elle a passé du slalom, beaucoup de temps sur le slalom. Elle arrête très rapidement, en fait, elle perd le niveau de technicité, de puissance, et 2 ans plus tard, en fait, Ouais. elle peut plus skier ses chaussures. Aujourd'hui, il y a 2 ans, effectivement, je skiais tous les jours avec, j'avais aucun problème. Aujourd'hui, en 2 heures, c'est bon, je suis cuite, ça m'a dressée, on va dire. Ah, du coup, ça, c'est une bonne remarque. Si jamais quelqu'un se Ouais. lance, choisit ses chaussures, arrête pendant, mettons, 2 ans, il faut qu'il retourne On redescend choisir. un peu, ouais. On Même descend. moi, je commence à prendre de l'âge, j'ai 47 ans cette année. Ben, j'ai besoin de plus de souplesse. J'ai pas besoin d'une chaussure aussi rigide que quand j'étais jeune. Ok. J'ai besoin d'un truc un peu plus soft. Donc, on la change pas d'année en année, mais mettons que si on arrête pendant 1 an, Un peu plus. un peu plus. Ouais. Moi, j'ai perdu au niveau capacité musculaire, je fais plus de slalom, donc j'ai plus la même technique. Et là, c'est très difficile pour moi de la skier. Elle est devenue difficile. Alors que du coup, je passe sur mes petites... quand je veux être tranquille, je passe sur mes petites chaussures de rando et je suis tranquille, c'est pépère. Ça, c'est intéressant Mais parce par que... contre, faut comprendre que c'est élitiste. Donc, du coup, ça demande un niveau élitiste. Si elle perd le niveau élitiste, même elle est encore très forte, attention, bah, du coup, Merci. elle peut plus skier avec. Ça, c'est intéressant parce que, alors, je vais parler de ce que je connais un peu, mais c'est plutôt chaussures de basket. Ouais. On a tendance justement à vouloir ces chaussures un peu élitistes pour faire comme les pros, Oui. se sentir un peu, voilà. Et du coup, vous conseillez pas d'aller sur des chaussures qui sont plus... Bah non, c'est pas compliqué. On prend Monsieur Tout le Monde, on le met les pieds là-dedans, il pleure direct. C'est pas possible. Ok. Il peut pas. Il pourra même pas... Mais il va se blesser et c'est là où on parle du risque de croisé qui apparaît. Ouais, justement. Et Voilà. vous voyez souvent justement des gens qui sont un peu partis sur des chaussures... Beaucoup. Ouais, c'est ce que vous retrouvez le plus. Bon, on le voit, de toute façon, ils le disent, ils peuvent pas skier. Au bout d'un moment, même les moniteurs de ski, au bout d'un moment, toute la journée, ils vont même prendre des flex plus faibles. Le confort prime.
Et moi, j'ai eu beaucoup de patients, c'était des professeurs de ski, et justement, qui ont toujours eu l'habitude d'avoir ce genre de chaussures, mais ils arrivent à venir à faire du chasse-neige, en fait. Maintenant, ils font du Ouais, chasse-neige. ouais. Donc, ça sert plus à rien d'avoir ça. Et en fait, ils venaient me voir, ils me disaient, ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. C'est Oui, juste que la mais chaussure correspond plus à ça va plus. l'activité que. Ouais. Ouais. Et ça, leur faire comprendre, ça, moi-même, j'ai du mal à le comprendre, mais leur faire comprendre que ça sert à rien d'avoir une chaussure rigide, proche du pied, froide, pour faire du chasse-neige, bah, c'est tout un travail. Ouais, donc pareil, si on est moniteur de ski, bien choisir sa chaussure en fonction des classes, enfin des groupes à qui on va donner cours. Oui, Ça, on clairement. peut aller jusque-là, du coup. Bah, l'essentiel travail d'un moniteur de ski, c'est vraiment l'apprentissage Ouais. du ski. Une fois qu'une personne sait skier, il va peut-être voir un moniteur de Mm. ski. Donc, du coup, souvent, les moniteurs de ski souvent, c'est des personnes qui sortent des clubs. Donc, qui sont habitués au club à avoir des chaussures très rigides. Ouais. Du coup, ils vont faire tout ce qui Et est. vu que ça coûte cher une chaussure de ski, ils vont pas la changer. Et très rapidement, quand ils vont avoir des problèmes dans aux pieds, ils vont dire ouais, je prends des chaussures plus confort. On va arrêter de faire Ouais, l'andouille. on garde les autres pour le plaisir personnel. Ce genre de choses. Exactement. Ok. Surtout qu'un moniteur de ski doit toujours skier fort. Il doit faire des ouvertures de flèches, Mm. il doit faire des ouvertures de chamois. Enfin, il doit continuer à avoir un niveau important. Donc, il doit garder ses chaussures. Mais pour enseigner, Pas besoin de chaussures de ce calibre. on est d'accord. Ok. Donc, bien choisir ses chaussures, bien les choisir en fonction du coup de sa morphologie et du coup de l'activité Ouais. qu'on va faire derrière. Et à la moindre problématique, directement venir vous voir. Et du coup, est-ce qu'on peut se refaire un peu les red flags? À partir de quel moment je commence à m'inquiéter? On a dit compression trop importante, surtout à certains endroits. Bah, quand on sait qu'une compression ne passera pas. Ok. Quand il y a un point électif à n'importe quel niveau, alors je peux remontrer face à la caméra. Donc le plus connu, on va dire, ça peut être la Lux valgus parce que c'est très connu dans la population générale. Donc il va taper là, il suffit de déformer la coque. Le quintus varus, ça c'est ce qu'on aura chez les skieurs confirmés, les gamins des clubs, les pisteurs, les moniteurs. Pourquoi c'est du coup chez les personnes plus confirmées sur le cinquième? Parce qu'en fait, ça sera une friction qui sera permanente, on va dire, C'est due à chronique. une mauvaise posture du pied, en fait. Le pied, en fait, aura une perte de mobilité structurelle de cheville, et du coup, ça va adapter le pied, il va partir en pronation, rotation externe, et ça va rentrer en conflit. Là. Ok. Donc, mais il faut quand même un usage assez intéressant. Naviculaire, les malléoles. On n'a pas parlé du tibia. Ok, au niveau du tibia, qu'est-ce qui peut... Périostite. On a beaucoup de périostite, Ok. surtout avec les chaussures de racing. À cause de la Aujourd'hui, compression aussi, du coup? La compression, au niveau de la languette, au niveau de la répartition de charge, au niveau de la languette, il y a des languettes effectivement qui sont être plus incurvées que d'autres, donc ça va faire un impact un peu différent au niveau du tibia. Sur l'avant, du coup, Sur vraiment l'avant. au niveau du périos, du coup? Ouais. Ok. Et aussi, les crochets, quand on ferme toute la journée nos chaussures comme ça, on les ouvre, on les ferme, on les ouvre, on les ferme, toutes les parties molles vont être amenées d'un côté plus que de l'autre, et en fait, ça crée des petites périostites. Et ça, Frictions. des frictions, ouais. Des torsions de tissulaire de fascia. Ok. Et ça crée des... Et il y a aussi un phénomène simple, c'est au quotidien, on n'a jamais de truc rigide sur le tibia. Ouais. Jamais. Donc quand on rentre le pied dedans, directement, et le tibia, lui, il n'est pas fait pour ça. Donc pareil, tout à l'heure, on a parlé, quand on parlait renforcement, on a pas mal parlé du coup de l'arrière, du triceps sural, solaire et tout, mais ça peut du coup valoir le coup de travailler tout ce qui est fibulaire, donc les muscles sur l'extérieur, et tout ce qui est à l'avant de la cheville. La globalité. Hein. Ouais. Et après, en fonction des problèmes et des déficits, on va bosser un groupe chirurgicalement parlant, on va cibler vraiment une zone, mais sinon la globalité. Ouais. C'est juste vraiment après, du coup, s'il y a une pathologie, venir cibler certains tissus un peu plus spécifiquement. Voilà. Mais de façon générale, on essaye d'un peu tout travailler. C'est ça. Ok. Donc ça, c'est important. Petit point important. Bien faire du renforcement avant la saison de ski, pendant et après. Là, on s'est un peu limité. Le renforcement musculaire, c'est un peu la vie. C'est pas un peu la vie, non? Ouais. C'est pas toi qu'on va le dire, je crois. Non, mais ça, c'est important de le rappeler, parce que justement, pour moi, la problématique du ski, c'est que c'est un sport qui est très exigeant, avec beaucoup de contraintes. Les gens n'ont pas conscience de ça. Ils pensent qu'ils peuvent rester sédentaires toute l'année et aller dévaler des pentes de ski. C'est pas le cas. Et du coup, il faut se préparer en amont. Là, on a parlé du coup que du complexe pied-cheville. Mais il faut pas oublier, comme on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est quadriceps, ischio, fessier, le tronc. Parce que si on n'a pas trop de gainage, le tronc va partir. Beaucoup plus de travail au niveau du bas. Tout ce genre de choses. Donc ça, très important. Et du coup, on va forcer sur le dos. Ouais. Et en amont, en décalé, essayer du coup de marcher un peu pieds nus, ce genre de choses. Les randos aussi, pour moi, c'est important au niveau du pied pour avoir du coup ces surfaces un peu instables. Ouais, instables et différentes, qui vont venir du coup challenger un peu le pied dans plein de plans différents et qui vont permettre son renfort. Ouais, et puis après la saison de ski, pour notamment, alors pas pour la personne qui vient skier une semaine, mais pour ceux qui font beaucoup de ski après la saison de ski,
prendre un mois vraiment de reprise à niveau de marche, donc de course à pied, de rando, ce que tu veux, et pour renforcer la structure qui a complètement perdu. En gros, on va prendre un gars qui fait du ski de rando en compétition. On peut en parler de ça parce que dans les JO, là, il y a une nouvelle discipline qui s'appelle le ski alpinisme. Ouais. Donc, c'est des personnes qui remontent la montagne avec des pots de phoque sous les skis. Et c'est des gars et des nanas qui ont des cardio, des moteurs, mais monstrueux. Ils sont vraiment très, très forts. Mais ils deviennent très faibles au niveau du châssis. En gros, on a des Ferrari, des moteurs de Ferrari dans des châssis de 2 chevaux, de Clio. Et en fait, ces personnes-là, il faut qu'ils prennent le temps, et même en matière de ski, il faut qu'ils prennent le temps d'une remise en charge pour renforcer le châssis. Ok. Et d'être du coup très progressif, de pas y aller comme un Hyper bourrin à la fin non. de la saison. Là, de ski. c'est On parlait des entorses tout à l'heure, mais après, il peut y avoir des Tout le corps. tendinopathies, ce genre de choses. Ok. Ouais, tout le corps, en fait. Vraiment C'est tout le une corps. direction. Bah oui, en fait, pendant 6-7 mois, 6 mois, ces personnes-là ne font que de la glisse. Plus d'impact. Plus d'impact. Voilà. Donc, du coup, et d'un coup, ils vont faire, admettons, je sais pas moi, 20 bornes. Ouais. Tu penses que ça va passer? Concept de surcharge progressive. Et voilà. C'est le même débat. Hein. Tu t'imagines, tu prends un nageur et tu le mets à courir. Parce que ça va pas passer. Ça risque de pas le faire. Ça Donc, risque à de tous pas les moniteurs de ski et ceux qui font beaucoup Exact. de ski, faites de la pliométrie, du renfort pendant la saison. Voilà. Faudra que tu fasses un podcast spécifique, plio, renfo, pour une remise en charge. Ouais. Sofiane Batiki, si tu nous entends, on t'attend pour tout ce qui est plio, travail de pied. Parfait. Du coup, là, on va arriver gentiment à la fin de l'épisode. Si vous deviez juste donner un dernier conseil à un skieur qui nous écoute avant de commencer sa saison de ski, ce serait lequel? À moins préparation physique, je dirais. Ouais, moi, qui kiffe. Ouais, le kiff. Le kiff. Kiff. Ouais. Pas avoir mal. Qu'on Pas prenne un se maximum dire dans de la plaisir. tête qu'on va avoir mal. Beaucoup pensent que c'est normal d'avoir D'avoir mal aux Oui, pieds ça, dans ouais, les ça, chaussures. Ouais, carrément. Ouais. Et non, c'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses. Ça, c'est une légende urbaine. Hein. Même les coachs de ski, si t'as pas mal aux pieds, c'est pas normal. Ouais. Ok. Ouais. Ça, je savais pas. Ah, Ouais. si. On Donc, peut bien dire être que confort et efficace. Bon, merci du coup à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment hyper intéressant. Si on veut vous retrouver sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, est-ce que vous avez des Instagram à donner ou Bah on oui. les mettra en description? Vous pouvez Macha Alex. Et moi, j'en ai 2. La boîte de formation, donc Fort Food Solutions, et celui de mon cabinet, mais je le dirai pas parce que il y a le nom de la ville où je bosse. Problématique du coup. Problématique. Du coup, merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'est ça qui nous aide à faire connaître Récup Active. À bientôt. Ciao, ciao.